Le cri nous a réveillés, faibles mais persistants, chargés de peine. Cela vient du jardin. Nous passons des collants et un long manteau d'hiver. Un filet de lune suffit à nous éclairer dans les ténèbres. Nous chuchotons à peine. Le cri semble partir du tilleul. Nous nous approchons. Elle est là, luisante, couchée près du tronc, les ailes rabattues, une corneille. Sa tête tressaute tandis que nous nous asseyons à quelques centimètres d'elle. Encore un cri fatal. Notre présence ne semble pas l'étonner. Nous nous regardons en silence, longuement. La corneille se dresse soudain sur ses pattes, essaie de trotter, réussit à décrire sur le sol une spirale comme celle qu'elle pouvait si facilement dessiner dans les airs. Puis elle retombe. Sa tentative l'a épuisée. La corneille tremble. Son bec s'entr'ouvre. Elle ne crie plus. Il est trop tard pour ce genre d'envol. Maintenant, nous sommes à ses côtés. La corneille a appelé pour que quelqu'un vienne, pour que quelqu'un la regarde mourir. Pas de dérobade. C'est sur son flanc gauche qu'elle entaille, une blessure dans la brillance. La corneille n'a pas voulu de la solitude. Est-ce qu'elle a peur? Est-ce que l'inconnu l'effraie? Nous ne savons pas combien de temps la mort de la corneille durera. Nous resterons le temps qu'il faut. La corneille bouge parfois la tête avec brusquerie. Nous caressons le dessus de son crâne, craignons d'être maladroite, nous caressons son cou, son corps. Ce qu'il reste de vie dans la corneille est au bout de nos doigts. Une chaleur finissante. Il est sûr que nous nous souviendrons de la corneille. Nous rapporterons sa mort, car sa mort est la mort. La mort de la corneille sera impossible à oublier. La corneille se recroqueville avec lenteur. Il n'y a pas d'échappatoire, elle le pressent. Pas de volte-face, elle le sait. De petits soubresauts secouent son corps, et puis plus rien. En une seconde, dans le bel oiseau noir, il n'y a plus eu de vie. Et ses yeux, naguère ardents, se sont éteints. C'est ainsi, nous souffle le vent. C'est ainsi. Milena vit dans notre pays depuis 6 mois. À cause d'une guerre qui n'intéresse personne, elle est arrivée ici, dans un pays qui n'a jamais rien su de la guerre. Elle ne parle pas bien le français. Milena vit dans notre pays depuis 6 mois. À cause d'une guerre qui n'intéresse personne, elle est arrivée ici dans un pays qui n'a jamais rien su de la guerre. Elle ne parle pas bien le français. Aux récréations, elle passe d'un groupe à l'autre, elle se plante parmi quelques élèves d'un bond pesant, puis elle reste là sans rien dire. Milena s'intéresse aux gens d'ici, mais elle s'y prend mal, et personne ne lui tend la main. Personne n'accepte son passé, sa gêne, ses confusions. Aucune fille ne devient son amie. Alors on la laisse seule. Les sourires de Milena se dissipent et se dessèchent avant même d'avoir eu le temps de fleurir. Avec Milena, je ne suis pas meilleur que les autres. Je manque de force. Je lui concède peut-être quelques sourires, mais je ne lui laisse pas le temps de s'y accrocher. Et puis, j'ai oublié Milena. J'aurais pu l'oublier longtemps. Mais soudain, j'apprends que Milena m'aime. Elle, qui a tellement besoin d'être aimée, m'aime. Peut-être que moi aussi je pourrais l'aimer. Milena est derrière la porte. Elle attend que je lui ouvre. Il est exactement l'heure convenue. Une seule fois, a-t-elle dit, je ne viendrai qu'une seule fois pour te dire des choses importantes. Milena est derrière la porte et je ne réponds pas à ce qui doit être le 3e coup de sonnette. Inutile d'insister avec cette sonnerie irritante. Je ne répondrai pas. Je ne répondrai jamais. Je rigole avec Marc, un copain qui n'en est même pas un. Marc en impose à l'école. Il se fait craindre à cause de son mordant, de sa verve, de sa manière naturelle d'imposer un jugement. L'amour de Milena me donne une supériorité qui m'autorise à rire avec Marc. Un rire qui traverse les cloisons et se moque des portes. Un rire qui me vaut l'estime de Marc. Milena voit que la porte ne s'ouvre pas et elle entend mon rire qui traverse les cloisons.
Elle comprend qu'on rit de la savoir là, avec des choses importantes à dire. Milena est repartie, de chez moi, de l'école, du pays qui est le mien. And the last one. Comment oublier la brusquerie qui a fait que ma voix, d'un jour à l'autre, a subi les pires distorsions, montant, descendant, se brisant sur une phrase ou sur un seul mot, chutant dans les graves, repartant avec fulgurance dans les aigus, et tout cela sans crier gare, sans laisser un temps d'adaptation ou une stratégie de défense. Ces variations sonores m'échappaient et réduisaient à peu les efforts tentés pour que le timbre de ma voix se stabilise, pour que je ne sois pas réduit à ne plus parler, à exprimer mes sentiments par sourire et par mimique, à devoir admettre que l'infini des sensations se réduisent à deux catégories aussi grotesques que bien et pas bien. Ces caprices de ma voix provoquaient en classe quelques rires, quelques moqueries, surtout de la part des filles qui, la plupart du temps pouffantes et ricanantes, mais profondément indignées, devaient trouver juste d'adresser un châtiment à celui qui avait le mauvais goût de rendre risibles les transformations qui assaillent la chair des jeunes adolescents, quand il aurait fallu affirmer ces mues vaillantes, héroïques, comme l'avait compris un camarade de classe qui, après la séance de gymnastique, au moment de la douche rendue obligatoire par le règlement et par notre professeur, un capitaine d'armée pour qui l'hygiène et le respect du règlement appartenaient à un monde inviolable qu'aucun argument venu d'un élève, c'est-à-dire d'un inférieur, d'un être hiérarchiquement soumis au devoir d'obéissance, n'aurait pu infléchir. Ce camarade de classe, donc, ravi, lui, de la douche obligatoire, du règlement et de son application sans réserve, se rengorgeait, écartait les épaules, dressait la tête et arpentait de long en large le vestiaire, afin que chacun puisse constater une nouvelle fois l'impressionnante touffe noire qui fleurissait au-dessus de son sexe, fourré obscur qui nous narguait, nous tenait en respect, nous renvoyait à notre sort de minus abens, de poupons et de gredins glabres. J'aurais donné cher pour hériter un peu de l'aplomb et du panache canaille de ce camarade qui n'était pas qu'un gorille et qui s'amusait à nous appeler, depuis qu'il avait découvert la valeur du « a » privatif, non pas des bêtes à poil, mais à poil. Et nous nous en amusions. Le soir, à table, tous réunis pour manger les repas équilibrés que préparait ma mère, était le moment où cette mue s'avérait douloureuse, pas tellement en raison des sourires que personne ne retenait dès que ma voix, comme une pièce qui lâche, un câble qui casse, me trahissait, sourire auquel je prenais part de bon cœur, mais à cause de cet instant imprévisible où ma mère, redevenue grave, la lèvre supérieure à peine palpitante, les ailes du nez plus creuses que d'ordinaire, elle aussi à peine palpitante, se tournait vers mon père et d'une voix sans appel, d'une voix qui accule, qui administre les mots comme des coups de batte, ma mère me disait « Arrange-toi, chérie, pour qu'il se taise ». Et je me taisais, brisé par la honte et la haine, mais les yeux rivés sur la lame de mon couteau, je me taisais en poussant pour la première fois des cris muets de rage et de vengeance. Puis les cris dans ma tête diminuaient, disparaissaient au fur et à mesure que la lame du couteau grossissait, prenait toute la place, débarrassait ma souffrance. Dans la chape de silence qui me capitonnait, je n'entendais plus qu'une coupure lisse, sans heurts, infaillible. Je sentais la facilité, la docilité avec laquelle cette lame du couteau s'enfonçait dans la viande. Et j'aurais voulu être ce couteau, cette lame. J'aurais voulu avoir son tranchant, sa brillance, pouvoir blesser, dépecer, foyer, assassiner. Et je me serais soulevé de la table, envolé à l'abri des regards, et au moment où ma mère, bouche entr'ouverte, aurait prononcé la condamnation, je me serais d'abord glissé entre ses lèvres d'intouchable, puis entre ses dents crissantes, puis j'aurais écarté la mâchoire inférieure de la mâchoire supérieure, et à l'instant où elle aurait voulu crier pour demander de l'aide ou pour me dissuader, d'un coup net, d'un coup de prestidigitateur, j'aurais sectionné sa belle langue rose, qui serait tombée dans l'assiette, d'abord frétillante comme un poisson sorti de l'eau, mais vite inerte, perdant sa teinte, sa superbe, se ratatinant comme une chair bouillie, qui se fige dans le gris des cadavres et qu'on jette, dans un geste d'évidence, aux chiens.